pouvez vous asseoir, la commission reprend. Merci, Mme la greffière. Donc, juste avant de poursuivre, là, comme mentionné tout à l'heure, je vais une coquille, là. On va déposer le rapport complet, donc inclut le chapitre 1 comme pièce, là, c'est SIS 1P1 et non 1P2. Là. Ça va être corrigé, mais... Alors, je comprends, c'est que vous reprenez la cote Ouais, pour avoir le rapport au complet. On change la pièce tout simplement pour inclure le chapitre 1 également. Parfait. C'est parfait. Donc, M. Fortin, à moins que pendant la pause, vous avez d'autres choses que vous voulez ajouter sur le constat numéro 1, ça nous mènerait au second constat, qui, là, si je me fie au titre du rapport, c'est les tests nécessaires avant la mise en service n'ont pas été effectués. Donc, pouvez-vous nous résumer le constat numéro 2 pour M. le commissaire, s'il vous plaît? Bien, pour résumer, dans le fond, là, le constat est assez explicite, c'est qu'au moment où ils ont mis en service la livraison 2, les tests n'étaient pas tous réalisés. Puis en plus, ceux qui étaient réalisés, la qualité qui était réalisée n'était pas suffisante. Fait qu'elle n'était pas adéquate. Fait que donc, puis c'est d'autant plus, ça c'est le constat, mais c'est d'autant plus important parce que des tests, là, ça permet justement de s'assurer que le système va être robuste. Puis comme on le dit, d'autant plus que, comme on le dit au paragraphe 47, les problèmes informatiques découverts, que ce soit là, pour ce système-là ou n'importe lequel, quand on découvre des problèmes informatiques après la mise en service, c'est beaucoup plus compliqué puis coûteux pour les régler. Fait que c'est aussi bien de faire tous les tests nécessaires pour justement s'assurer que le système va être le plus possible robuste. Parce que justement, une fois que le système a été mis en service, il ne suffit pas juste de résoudre les problèmes, là, c'est également les conséquences qu'il y a eu. Là. Ça, on l'explique adéquatement en 47. Là. Fait que là, c'est pour ça que c'est important de faire les tests, là, tous les tests, que ce soit de la qualité ou les tests nécessaires avant la mise en service. Est-ce qu'il y avait des... je vais faire une traduction des drapeaux, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des notes écrites, des avis écrits, soit de l'interne, de l'externe, qui soulignaient ce risque-là? Effectivement. Là, je vais toujours vous emmener encore au rapport. C'est parfait, ça me convient parfaitement. C'est clair pour tout le monde. Oui, imagine, on a votre rapport, mais on a la chance de vous avoir comme témoin. Donc, ça fait que le public en général va être capable de comprendre la mesure de votre rapport. Ça va? C'est parfait. Gênez-vous pas, là, vous avez des questions, là, mais vous n'êtes pas limité aux strictes questions. Si vous pensez que vous devez déborder pour imager vraiment là, ce que vous avez écrit dans votre rapport, ça serait fort apprécié, ça, M. Fortin. Monsieur le commissaire, comme je l'ai dit, le témoin va présenter le rapport et il ne va pas l'interpréter, il ne va pas en sortir pour le commenter, que ce soit avec son opinion personnelle ou quoi que ce soit. C'est la présentation du rapport du VGQ. Je pense que c'est... J'ai fait mes commentaires au début par rapport à l'immunité. Je vais être certain qu'on reste dans cette traque-là et qu'on n'en sort pas. Je pense que jusqu'à maintenant, le témoin, ou le présentateur, je devrais dire, a présenté de façon complète les éléments. Il va continuer de le faire, mais je le mets en garde par rapport à l'invitation que vous faites par rapport à l'immunité On va faire une chose, maître, c'est-à-dire que votre témoin, l'institution que représente votre client, etc., je pense qu'il fait très bien les choses. Il nous l'explique, il a imagé, etc. Il est un excellent vulgarisateur. Je veux qu'il demeure comme suit. Votre mise en garde, vous l'avez faite ce matin, je l'ai très bien comprise. Je viens de la comprendre encore, c'est la même chose que ce matin. Et je vous invite, si jamais, comme vous l'avez fait à juste titre sur une question qui était très spécifique, je vous invite à faire des objections ponctuelles. Vous avez vu là, que je vous ai pas stiné trop longtemps là-dessus. Là. Vous me connaissez, vous savez que je vais le faire. Oui. Je vais le faire. Je veux juste m'assurer que... Puis là, je m'adresse aux témoins en m'adressant à vous. J'ai bien compris ça. Alors, vous venez de l'inviter peut-être à sortir du rapport. Je veux lui rappeler qu'il ne doit pas le faire, mais si votre invitation est de continuer à présenter, comme il l'a fait depuis le début de la matinée, le rapport du vérificateur général, évidemment, ça va se faire. Et je vous avoue que je pense que c'est utile pour tout le monde, que ce soit pour la commission, pour vous et pour les procureurs, qu'il nous réfère au paragraphe où il est. On aurait pu, je l'ai dit, faire une lecture
plate et aride du rapport. Ce n'est pas ce qu'on fait. On essaie de rendre la chose plus vivante, mais le rapport est le rapport. Voilà. Tout à fait. Mais le rapport est le rapport. Une commission d'enquête publique est avant tout, pour faire des recommandations au gouvernement, mais pour informer et éduquer le public. Alors, vous connaissez très bien l'état du droit. Alors, j'aurais été déçu qu'on fasse une lecture bête du rapport. Les gens, on s'entend bien, là, c'est pas un rapport du vérificateur général, généralement, c'est pas sur la table des chevets des Québécois. Alors, respectueusement soumis. Alors, je pense que c'est important d'expliquer à la population québécoise vos constats et vous avez la chance de le faire. Mais j'ai très bien compris, Maître Fontaine, et vous faites très bien votre travail. Puis lorsqu'il y a, si je dépasse ou une partie dépasse, qui est les procureurs de la commission, je vous invite à vous objecter. Comptez sur moi. Tout à fait. Parfait. M. Fortin. Alors, vous référez au paragraphe 47, je crois, dans votre réponse par rapport à la question là, des constats. Alors, moi, j'ai mal compris la question. Là. Je vous référerais au paragraphe 58 parce que vous m'avez parlé. Est-ce qu'il y a eu des avis qui étaient à l'égard de, à l'effet qui donnaient, que je dirais, là, qui donnaient, il parlait des risques qu'engendrait de ne pas faire adéquatement des tests, des risques ou l'importance de faire des tests. Fait que ça, je vous réfère davantage au paragraphe 58, si j'ai bien compris. Ça serait hasardeux pour moi de remettre en question le bon paragraphe, donc on va y aller avec 58. Excellent. 58, incluant ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le tabulaire. Là. Les exemples qui sont en dessous de 58, là, c'est un mode tabulaire, en tout cas dans mon expression à moi. Alors, moi, j'avais compris votre question. Est-ce qu'il y a eu des avis écrits? Oui, il y a eu des avis écrits. Il y en a eu 4. Dans le mode tabulaire là, du paragraphe là, 58, vous pouvez revoir les 4. Là. Il y en a eu en avril 22, en mai 22, en septembre 22 et en octobre 22. Alors, je peux vous lire le premier, là, qui explicite un peu ce que j'avais exprimé, l'importance de faire des tests et les conséquences si tu ne fais pas des tests possibles. Fait que la capacité de bien tester la solution informatique avant sa mise en service soulève de nombreuses préoccupations. Par exemple, les retards dans la réalisation des tests pourraient avoir une incidence sur la qualité du système informatique déployé et menacer sa viabilité à long terme. Le chevauchement entre le développement des composantes de la livraison 2 et la réalisation des tests intégrés menace la qualité de ces derniers. Alors, ceci, c'est un exemple d'avis qui a été émis par des firmes à l'égard des tests. Des firmes externes. Firmes externes qui étaient là à l'égard des tests que, ici, il précisait, on a 4 dates. Et vous indiquez dans votre rapport que la mise en service de la livraison 2 était risquée. À quoi faites-vous référence? Bon, alors, au paragraphe 46, la SAC, elle a décidé de procéder à une seule mise en service pour tous les points de service. Elle aurait pu choisir de décider de mettre un point de service, 2 points de service, 3 points de service, et en tout cas, selon choix. Là, elle a décidé de tout mettre en même temps, les points de service. Puis ça aussi, c'est ce qui fait en sorte que, bon, il y avait davantage de risques, parce que là, tu mettais tout ça en même temps partout. Et de plus, les anciens systèmes ont dû être désactivés pour une période de 3 semaines avant la mise en service. Ce qui fait en sorte que c'est ça, quand on parle d'entreprise risquée au paragraphe 46, ce que ça signifie. Parlons des tests non complétés. Là, à la suite de la replanification de 2020, là, quels objectifs ont été fixés concernant le développement de la livraison 2? Exact. Alors, ça, là, vous êtes au paragraphe 49. La replanification, c'était en septembre 2020. On en a parlé tantôt de la replanification au niveau budgétaire, là, ce que ça avait eu l'impact, mais là, ici, on est au niveau des tests. Alors, ce qui faisait en sorte que, quand on a fait la replanification, on a dit que la composante de la livraison 2, ça devait être livré en avril 22. Puis, justement, elle devait être testée pendant 7 mois. Fait que là, l'importance de, justement, là, c'est que si tu es en train de réaliser, de développer, dans l'expression, en même temps que tu testes,
C'est problématique parce que, justement, il y a des tests qu'on appelle les tests intégrés finaux. Normalement, c'est pour voir si, excusez-moi l'expression, la patente, toute la patente, parce qu'il y a plusieurs composantes. Là, parce que si tu testes, il y a des types de tests là, intégrés initiaux, là, tu vas vérifier rien qu'une partie de la patente. Là, intégré, c'est justement tout ensemble, ça marche tout. Parce que des fois, chacun peut bien marcher, mais quand tu mets ça tout ensemble, fait que c'est important justement ici. Donc, ce qu'avait décidé là, en septembre, c'était que le développement allait être finalisé en avril 22, puis qu'on allait faire des tests pendant 7 mois de temps pour être sûr là, que ça fonctionne bien. Les tests intégrés initiaux et finaux ou seulement l'un des deux? En complétant des tests intégrés initiaux, 7 mois en complétant les tests initiaux et en réalisant des tests les deux. OK. C'était les deux. C'est ça qu'on mentionne au paragraphe 49. Et est-ce que les échéanciers... quand tantôt vous parlez de septembre, on parle de septembre 2020, c'est lors de la Septembre 2020, planification. puis on prévoyait que la livraison 2 allait être finalisée en avril 22. Une question, pose la question ici et répondre, mais est-ce que les échéanciers ont été respectés? Alors, c'est la dernière phrase du paragraphe 39, là, que, bien que sans lire textuellement, celle-là est très explicite, aucune de ces échéances n'a été respectée. Ça fait que donc, ce qui avait arrivé, c'est qu'on a normalement, là, le paragraphe 50, ce qu'on mentionne, c'est que en avril 2020, alors qu'on devait avoir fini de développer la livraison 2, ben, il y avait encore 17 qui étaient là, pas finalisés au niveau du développement. Là. Puis plus de la moitié des processus d'intervention incluant la livraison n'étaient pas prêts à être soumis à des tests intégrés initiaux. Fait que donc, on n'était pas prêts là, en avril encore. Là. Et qu'en est-il plus précisément des tests intégrés là, finaux? Là? Bon. Ça, vous devez faire, en tout cas, les tests intégrés finaux, vous devez faire référence au paragraphe 52. Là, c'est que là, au 30 novembre, normalement, il faut se rappeler qu'on voulait là, profiter de la période des fêtes pour justement les fermer les systèmes, puis en profiter. Fait que là aussi, ça, mais ce qui est arrivé, c'est que, comme le paragraphe 52, au 30 novembre, là, il y avait moins de la moitié d'entre eux des tests intégrés finaux qui étaient réalisés à cette date. Fait que là, le conseil d'administration, comme on le spécifie, ils ont décidé de reporter la date de décembre à février 23. Il y a eu rapport. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une décision de reporter parce que les tests intégrés finaux n'étaient pas suffisamment avancés. C'est pour ça qu'ils ont décidé ça, là, à ce moment-là. Revenir sur un élément de votre réponse, vous dites qu'à l'origine, on prévoyait faire la transition. Je comprends qu'il y a eu une pause de 3 semaines en février 23 lorsqu'on a finalement déployé, puis qu'à l'origine, ça voulait être fait, ou l'objectif, était que ça soit fait durant les fêtes pour limiter l'impact, c'est ça que je comprends? Exact. En plein ça, c'était pour limiter l'impact, parce que justement, à la période des fêtes, bon, il y a un certain nombre de congés, on a déjà... fait que là, ça, on voulait profiter de cette période-là, mais malheureusement, ils n'ont pas pu, ils ont dû reporter, la décision a été prise de reporter à février 23. Soit lorsque la livraison 2, effectivement, a été là, déployée. Exact. Ça, le 20, plus précisément, a été déployé le 20 février. Ouais, il me semble que c'est le 20 ou le 20. Il me semble, jusqu'à je gagerais plus sur le 20 ou le 19, mais il me semble que c'est le 20 février. 2020, on peut s'entendre avec février 2023. Puis, à ce moment-là, quel était l'état d'avancement des tests intégrés finaux en pourcentage? Ben, c'est ça, c'est que là, au moment de, comme on le dit au 53, au moment de confirmer la mise en service, là, le 17, là, parce que là, à un moment donné, il faut que tu décides. Là, il y avait près de 20 des tests finaux qui n'étaient pas réalisés. Puis là, en plus, il y avait des anomalies parce que les tests, ça permet de détecter des anomalies. Puis là, les anomalies, ils ne les corrigeaient pas au fur et à mesure. Il y avait des anomalies, pas facile. Alors, il y avait des anomalies qui étaient reportées pour la correction. Fait que tout ça pour faire en sorte que c'est ça, exactement, il n'était pas là. Puis là, ben, au final, quand ils ont décidé de le mettre en application, il y avait 6 des tests intégrés qui n'étaient pas finalisés, qui n'étaient pas complétés. Donc, oui, pardon. Oui, c'est ça. C'est pour ça que puis là, ben, là, on parle de
la réalisation des tests intégrés, mais on n'a pas encore parlé de la qualité. Je ne sais pas si vous voulez que je vous parle de C'était ma prochaine question. Donc OK. là, on comprend qu'avec les pourcentages que vous nous donnez, on n'a pas complété les tests, mais on a aussi, toujours selon votre présentation, on a aussi constaté des anomalies. Les tests servent à constater des anomalies, mais ne les règlent pas nécessairement. Donc, est-ce que vous avez fait un constat dans votre rapport sur le nombre d'anomalies détectées ou à régler? Oui, le nombre d'anomalies, là, attendez, il y avait 129 anomalies. De surcroît, la SAC a reporté, ça c'est au paragraphe 53, 129 anomalies qui ont été corrigées plus tard, entre février et mai. Donc, une fois le déploiement effectué. Ouais. Puis là, bien, il y avait la qualité aussi, là, qui était, pour nous, là, qui était problématique au niveau de la qualité. C'est important de faire des tests, mais encore, soit-il, il faut que la qualité est importante. Je ne sais pas si vous voulez que... Oui, bien, vous lisez de mes pensées. Donc, quelle est la qualité des tests effectués? C'était ma prochaine question. Alors là, au niveau notre conclusion globale, c'est au niveau des tests, la qualité est insuffisante. Alors, je vous réfère au paragraphe 55. Les tests, normalement, quand on fait des tests, oui, on peut faire avec des données fictives, mais faut faire des données réelles, c'est encore mieux, parce que des données fictives, c'est des données fictives. Ça fait des meilleurs tests. De plus, on en a parlé tantôt, les anomalies, comme le paragraphe 56, ils n'étaient pas corrigés, les problèmes de qualité n'étaient pas corrigés au moment opportun. On les reportait ainsi à la dernière phrase. Avant la mise en service, les anomalies à corriger s'accumulaient et s'ajoutaient à celles détectées par les tests intégrés finaux. Ça compliquait. Et de surcroît, j'avais commencé, peut-être que je n'avais pas finalisé tantôt, c'est que le 57, ce qui parle, lui, là, c'est que, justement, les tests intégrés finaux, l'objectif, c'est qu'un coup, tout est assemblé, c'est des tester tout ensemble, voir si ça fonctionne. Alors là, si tu fais des tests intégrés finaux, mais le développement n'est pas tout finalisé, il n'est pas tout fait, bien là, après ça, quand tu vas corriger, ton test va être d'une qualité très différente. Là. Ça fait que là, ça aussi, c'est le troisième élément problématique au niveau des tests intégrés finaux, la qualité. Est-ce que la société, encore une fois, quand on parle de la société, on va parler de la SAQ, est-ce qu'elle était au courant de ces retards ainsi que de l'insuffisance de la qualité des tests, toujours selon votre rapport? Bien, je reviens à votre première question qui me demandait s'il y avait des avis écrits. Alors, c'est le paragraphe 58 avec les éléments. Effectivement, là, il était au courant. Il y a eu 4 avis qui étaient émis par des firmes pour lesquels ils présentaient l'importance de faire des tests, puis les risques que ça pouvait emmener. Et ça, c'est tout avril, mai, septembre, octobre. Tantôt, j'en ai lu un, mais les 4 là, allaient dans le même sens de l'importance de ces tests-là, de faire ces tests-là avant de la mise en œuvre de la livraison. On parle toujours de la livraison 2. Là. Est-ce que vous avez, et là, je ne suis pas certain de la réponse, mais est-ce que dans votre rapport, vous êtes en mesure, vous avez constaté et donc fait rapport, parce la question c'était est-ce que la société savait, mais qui savait à la société, qui avait connaissance plutôt de ces 4 avis écrits-là? Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question-là en consultant votre rapport? Ici, on précise la Société d'assurance automobile. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter de pertinent dans votre rapport sur le second constat avant de passer au troisième? Je crois qu'on a fait le tour. Parfait. Donc, on va en poursuivre avec le troisième constat qu'on a intitulé tout à l'heure « La mise en service a entraîné des problèmes importants ». Bon, sans grande surprise, je vais vous demander de résumer ce que vous avez constaté comme problème important engendré par la mise en service de la livraison 2 à titre de question introductive. Bien, dans le fond, c'est que c'était prévu qu'il y allait avoir une période de stabilisation de 3 mois. C'est ça qui était prévu au début. Là. Ça, notre ami Télésino, qui était juste bien au bon paragraphe, c'était au paragraphe 60. Bientôt, j'aurai même plus besoin de dire les paragraphes. Je pense qu'il va déjà les recenser. Alors, il y avait une période de stabilisation de 3 mois. Mais les problèmes, ils ont persisté. Là. D'ailleurs, comme le paragraphe 67 le mentionne, plus de 18 mois après la livraison, il y avait encore 100 problèmes informatiques jugés importants par le personnel qui persistaient. Là. Puis la SAC, et là, c'est la SAC qui nous a mentionné, elle estimait que tous les problèmes informatiques, en tout cas, devraient être résolus, en tout cas au moment de nos travaux, à son point de vue, juge acceptable d'ici décembre 2025. Fait que la dimension au niveau là, de
les problèmes, c'est ça, comme je vous disais, la période de stabilisation de 3 mois, mais c'est pas ça qui s'est passé. L'autre dimension du constat, Oui. c'est celui au niveau engendré par les bénéfices attendus. Fait que lorsque du déploiement, la SAC, ce qu'elle pensait, c'est que les coûts versus les bénéfices engendrés, les bénéfices allaient être plus importants que les coûts, et même que ça allait permettre de rembourser leur déficit accumulé de 210 millions de dollars. Fait que les bénéfices, ça, je ne sais pas si... Rien que, parce que vous m'avez demandé un résumé. Oui, là, on va mais, y aller en détail. Là. mais rien que pour résumer rapidement, les bénéfices, c'est exemple, il va y avoir plus de monde qui va aller sur qui vont faire des transactions en ligne. Ça fait que là, on va avoir besoin de moins de monde. Puis que ça va aller plus vite aussi dans les bureaux. Avec le système, ça va aller plus... Le temps de répondre à un client en moyenne va être... donc, on va faire des économies X millions. Fait que c'est tous ces bénéfices-là versus les coûts. Eux autres, ils pensaient initialement qu'ils allaient pouvoir rembourser notamment leur déficit de 210 millions de dollars. Puis rembourser aussi le coût. Là, je ne sais pas si je suis clair, mais quand tu calcules ça, tu calcules que ce que tu vas, ça va te permettre de rembourser ce que le système t'a coûté, plus les bénéfices vont te permettre de générer des bénéfices suffisants pour rembourser le déficit cumulé. Quand vous dites moins de monde, c'est en succursale. En là. succursale. Parce que je fais ma transaction en ligne, donc je n'ai pas besoin de me C'est ça, présenter. puis même Donc, j'ai moins besoin c'est ça. d'employés pour traiter les demandes Puis des là, gens ben, qui se présentent. Tu arrives, puis tu es en ligne, puis il y en a aussi qui étaient dans un bureau. Ils estimaient aussi qu'il allait avoir des bénéfices. Ça allait être moins long. Mettons, Alain Fortin qui va, parce qu'il y a une transaction à faire, ben ça va être moins long à répondre à lui. Donc, on va pouvoir passer plus de temps. Si, en moyenne, un client prend moins de temps, on va pouvoir en passer plus. Pourquoi, toujours selon votre rapport, ce constat est important? Nous sommes à 62. 62, 63, 64. Alors, pour moi, c'est parce que la SAC, il ne faut pas l'oublier, elle s'occupe des immatriculations et des permis. Alors, ça, c'est beaucoup de clients. Il y a beaucoup, beaucoup de clients. Donc, c'est important que le système emmène le moins de désagréments ou de problèmes. Là, c'est ce qu'on a qualifié comme problème. Fait que, il y a beaucoup, beaucoup d'une clientèle. De plus, bien, on en a parlé légèrement. La SAC est mandataire. Elle perçoit 3 milliards de dollars. Mandataire, c'est même le commissaire Galland qui avait donné l'exemple en début de rencontre, qu'elle perçoit, dans ce cas-ci, c'était pour le Fonds des réseaux de transport terrestre. Elle perçoit des argents. Donc, c'est important. Eux, ils veulent avoir leur argent exactement. Ils veulent c'est avec ça qu'ils fonctionnent. Donc, c'est important. Puis, ça, je l'ai déjà mentionné un peu. Par 64, on fait plus référence aux bénéfices. Là. Il s'était prévu que, justement, il allait pouvoir rembourser 210 millions, rembourser le coût du système et faire 210 millions. Vous l'avez effleuré tantôt, mais il y a un autre chiffre aussi que je ne pense pas que vous avez mentionné. Là. Si oui, on peut le répéter quand même. Combien de problèmes ont été constatés depuis la mise en service de la livraison 2? Effectivement. C'est au paragraphe 65, on le mentionne, le chiffre que vous parlez, c'est que le personnel de la SAC a recensé plus de 1000 problèmes informatiques depuis la mise en service. Fait que là, ça fait beaucoup de problèmes. Puis ces problèmes-là, ils ont fait en sorte que les points de service, les bureaux, bien, ils ont été plus achalandés parce que les gens avaient des problèmes. Fait que là, plus d'achalandage. Et aussi, il y a eu aussi beaucoup plus de plaintes que la SAC a reçues. On a reçu plus de 10 000. Ça, c'est 5 fois plus que la moyenne. Une année habituelle. Ça, c'est au paragraphe 66, là, qu'on le dit clairement, là, le 10 000 et le 5 fois plus. Je suis sur la plateforme, ça ne fonctionne pas. Autrement, je ne serais pas présenté dans un bureau. Ben, je dois y aller parce que la plateforme ne fonctionne pas ou ne répond pas à mes besoins. C'est ça que vous imaginez dans les problèmes, là? Exact, parce que là, on a un tableau qui est sous le 68. Ah, excellent. Sous 68, que cet exemple-là, c'est impossible. Prenons pour votre exemple, en tout cas, aller un peu plus pointu dans votre exemple, le transfert de véhicules entre particuliers. Voilà. C'est impossible d'effectuer cette transaction. Ça fait que là, vous voulez me vendre votre automobile, vous voulez me le transférer, là, il faut aller au bureau parce qu'on n'est pas capable. Là.
Puis il y en avait un autre aussi, le remisage. Alors que la plateforme devait le permettre. Elle devait le permettre, c'est sûr, c'est sûr. Le remisage et de remisage, bien ça aussi, là, il y a eu une impossibilité. Là. Fait que là, dans ce temps-là, tu devais te rendre, là, entre autres, si tu voulais le faire, sinon... Fait que ça, c'est des exemples, là, vous avez... mais il y avait d'autres problèmes aussi, prélèvement bancaire automatique. Il y a eu des problèmes au niveau du prélèvement bancaire, et là, ça faisait en sorte qu'il y en a que, bon, oups, permis, non, tu n'as pas payé, mais il avait payé. Fait que là, des fois, il fallait qu'il paye en double, ou des fois, en tout cas, ça créait certains désagréments à la clientèle. L'ensemble de ce tabulaire que j'appelle, c'est pas un tableau, en tout cas, c'est technique, mais ce tabulaire-là qui présente des exemples sous le paragraphe 68, présente là, des problématiques. C'est ça qu'on présente. Donc, je comprends qu'on en identifie 5. Donc, Oui. prélèvement bancaire automatique, transfert de véhicules en particulier, expérience de conduite, remisage et déremisage de véhicules et le portail pour les cours municipales. Oui, on a recensé 5, nous autres. L'objectif, c'était pour... L'objectif, c'était pas de les présenter tous, mais c'était pour donner une image au lecteur, pour voir qu'il puisse être en mesure de comprendre. Même le commissaire a donné un exemple, là, fait que c'est pour imager. Par exemple, je vois là, à la fin de votre tabulaire, portail pour les cours municipales. Donc, un billet de stationnement, quand la personne l'émet, il n'y a pas de nom, il y a un numéro de plaque. Donc, il faut nécessairement que les cours... aient un accès avec la SAC. Puisque vous dites, vous avez recensé que ça ne fonctionnait pas. Bien, il y avait des erreurs là, de transmission avec les listes d'avis de jugement. Il y avait des problématiques. Fait que puis ici, bon, la Cour municipale, c'est un partenaire. Vous savez qu'il y a d'autres partenaires aussi, concessionnaires automobiles, etc. Mais la Cour municipale est un partenaire de la... Parfait. Si on revient, là, M. Autricher, au paragraphe 65, là, juste comprendre la nuance, parce qu'on va parler d'une part là, de 100 problèmes informatiques jugés importants, puis après, on va parler d'autre part de 1000 problèmes informatiques. Est-ce que vous êtes en mesure, basé sur votre rapport, là, de peut-être nuancer la différence entre les deux? Entre un problème... Un problème informatique et un problème informatique jugé... je vais prendre le bon mot, là. Selon leur priorité, je ne sais pas si c'est... On avait, là... on a en renseignement complémentaire. Là, moi, c'est ma page 48, mais je ne sais pas quelle est votre page, parce qu'il peut y avoir un écart si votre rapport ne débute pas à la page 1. Là. C'est dans le fond... Oui. 48, vous avez dit? C'est des critères. Là, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez mentionner. C'est ici qu'on voit que qu'est-ce qui fait qu'il est très élevé, moyen, basse, là, des problèmes informatiques. Je pense qu'on n'a pas la même page, que c'est le constat 4, le 48. Donc, allez un peu plus loin. Je pense que c'est l'avant-dernière page. Ça s'intitule-tu Problèmes informatiques recensés par la SAC? Monsieur Autriche, ça serait l'avant-dernière page. Donc fait que vos critères sont là pour désigner, je ne sais pas si ça répond à votre question. Additionnel, c'est ça. Ça pas long. On continue. Un petit coup encore, un petit coup. Ouais. Non, le Télésino, il recule, il faut avancer. Encore. Hop! OK. Merci. Donc, oui. Si c'était votre question, c'est ces éléments-là qui fait que arrêt ou mettons un critère très élevé, arrêt ou dégradation importante d'un service lié à la mission, répercussions significatives sur les usagers de la route. Fait que ça, c'est très élevé. Élevé, c'est arrêt de dégradation importante, mais répercussions limitées sur les usagers. Fait que c'est ça les critères. C'est pas ça, c'est les critères, non pas du vérificateur général du Québec, mais c'est les critères de la Société d'assurance automobile. Qu'ils vous ont remis, je présume? Pardon? Qu'ils vous ont remis, je présume? Oui, qu'ils nous ont remis. Oui. Est-ce que les dirigeants de la SAQ, toujours selon votre rapport, là, ont expliqué pour quelles raisons aucune analyse de la situation a été effectuée? C'est au paragraphe 69. Alors, au paragraphe 69, dans le fond, on vient de parler là, des
des problèmes informatiques importants. Et là, pour nous, c'est important de faire une analyse. Pourquoi? C'est pour avoir comme apprendre de l'expérience, bon, peut-être mauvaise, mais en tout cas, il faut apprendre de... c'est pas le terme exact, mais c'est apprendre des erreurs ou apprendre des... Fait que ça, c'est apprendre de l'expérience qui s'est passée, qui a été vécue. Alors, pour nous, c'est important. Et là, ma question plus précise que vous m'avez demandé, c'est eux autres, pourquoi ils n'ont pas fait d'analyse? Parce qu'effectivement, ils n'ont pas fait de telle analyse parce qu'on aurait voulu qu'ils fassent des analyses justement pour apprendre. Ben, eux autres, ils ont priorisé plutôt la correction des problèmes informatiques. Ils voulaient régler, là, ils se sont concentrés sur prioriser la correction des problèmes informatiques touchant les services offerts. Et je comprends également de votre rapport que l'utilité de faire cette analyse-là peut peut-être, on peut peut-être tirer bénéfice sur la livraison de 2.5 et la livraison 3. Exact. Puis on a, d'ailleurs, on a une recommandation, la recommandation numéro 4, qui est réaliser un diagnostic complet du programme CASA. Là. Justement, là, c'est pour, oui, sur ce que vous dites, le 2.5 et 3. D'ailleurs, il est dans la recommandation. Mais également, pour moi, pour les futurs développements, là, pour les travaux futurs en informatique. Fait que, puis, oui, j'invite la Société d'assurance automobile à faire des choses, mais au même titre que j'invite l'ensemble des organisations gouvernementales là, à regarder le rapport pour prendre des enseignements pour s'ils ont des projets de développement informatique, là, parce que je pense que au même titre qu'on a déjà fait d'autres rapports, qui soient, il y en a un qui me vient en tête qui couvrait les universités, mais même si c'est des universités, même si c'est un autre, il y a des enseignements qui peuvent être appris là, pour des choses là, pour dans les futurs projets informatiques. Question, on parle maintenant dans cette réponse-là, puis à même votre rapport, vous parlez de la livraison 2.5. Oui. C'est quoi la livraison 2.5? Parce que tantôt, on parlait de 1, 2 et 3. Là, on a un 2.5. Bien, on l'a couvert légèrement là, quand on a parlé. Là, vous m'aviez demandé quels sont les éléments de la livraison 2 qui n'avaient pas été faits. Et là, on réfère au paragraphe 35. Là. C'est notamment la facturation jumelée. La facturation jumelée, c'est de pouvoir émettre la facture pour l'immatriculation et pour le permis. Cette facturation jumelée-là, elle n'a pas été faite là, avec la livraison 2. Alors là, ça a été envoyé. C'est notamment la formulation jumelée, c'est celle qu'on dit là. Puis on a même une note de bas de page qui explique c'est quoi, mais je vous l'ai expliqué en mes mots. Alors ça a été reporté. Puis là, ben, tantôt, on l'avait vu au niveau du budget. Ça n'a pas été évalué au niveau du budget. C'est d'autant plus important si on veut savoir le budget. Puis c'est aussi au niveau des bénéfices. Ça aussi, ça devait emmener, quand on va peut-être aller plus en détail au niveau des bénéfices, ça devait emmener ça des économies, la facturation jumelée. Bien entendu, puisqu'elle n'est pas encore faite, en tout cas au moment de nos travaux, peut-être qu'elle sera faite plus tard, je ne sais point. Les bénéfices, là, considérés à l'égard de cet élément, ben, ils sont, en tout cas, tant qu'il ne sera pas fait, ça va être difficile. Puis on voit aussi toujours au paragraphe 35, à ce jour, les échéanciers et les coûts associés à cette nouvelle livraison, qui est la 2.5, ne sont pas connus. Exact. Ça, je venais de vous en parler. Là, les coûts, il n'y a pas eu une quantification de coûts. Et je comprends que si on regarde, si on revient avec nos pommes, on compare nos pommes avec nos pommes, c'est que je devrais avoir une livraison 1, 2, 3, puis j'ai la livraison 1 et une partie de la 2. Puis il reste la deuxième partie de la 2 et la troisième, pour lequel je n'ai pas vraiment d'échéancier de coûts prévus. Exact. Au moment de votre rapport. C'est ça. Vous appelez la 2.5, là, c'est comme celle qui est apparue à un moment donné. Oui, c'est ça. Puis là, le 2.5, c'est l'expression... de la SAC. On trouve ça correct, dans le sens que c'est 2.5. Bon, au moins, on comprend que c'est dans le 2. Ça fait que on a utilisé... Des fois, on essaie d'utiliser des expressions là, pour positionner tout le monde adéquatement, comme la livraison 1, livraison 2, livraison 3. Donc, le constat, c'est qu'il n'y a pas d'échéancier et il n'y a pas de coût associé. Pour celui-là, c'est effectivement. Pour le 2.5. Oui. OK. Puis si on revient un petit peu dans votre estimé d'1,1 milliard, Oui. ça inclut ce 2,5 et ce 3-là, pour comparer nos pommes avec nos pommes. C'est ça. Si on veut comparer, il faut que le SAC comptabilise l'ensemble des coûts, oui, des frais d'exploitation,
ce 2,5-là, la livraison 3. Sinon, il va falloir qu'elle dise, on arrive à temps, mais on n'a pas fait A, B, C, D, E, F, G, là, parce que sinon, on va être une bonne base comparable. Là, comme au même titre, quand je vous disais que le budget initial il incluait la phase développement puis la phase exploitation. Puis après ça, à un moment donné, il parlait rien de la phase développement. Oups, là, il te manque un bout, il te manque les phases d'exploitation, là, si tu veux comparer vraiment comme il faut. Là. Donc, vous faites référence dans votre rapport à des lacunes dans le nouveau système informatique. Est-ce que votre audit a permis de déceler ces lacunes-là? Et quelles sont-elles? Ça, c'est le paragraphe 70, je pense que vous faites référence. Et là, j'ai aucun problème à vous répondre, mais c'est en lien avec les états financiers. Je pense que dans votre première ou deuxième question, vous l'avez fleuri, là, oui. On avait parlé là, l'impact des... mais j'ai aucun problème à vous répéter, grosso modo, ce que je vous avais mentionné. Allez-y, qu'on est dans le constat 3, ça serait bien suivre. Aucun problème. C'est que dans le fond, un système informatique, et là, je vous fais, comme j'avais mentionné, c'est pas comme quand c'est des papiers. Là. Ça, c'est important, les contrôles d'un système informatique, parce que sinon, il n'y aura plus de traces. Fait que là, pour ici, ce qu'on avait constaté, c'est que là, on va commencer par le premier. La direction du programme ne s'est pas assurée que les employés de la SAC qui utilisent le nouveau système ne cumulent pas de droits d'accès pour des tâches incompatibles. Puis là, on avait donné un exemple. On dit quelqu'un qui crée une transaction puis qui l'approuve, bien là, il y a des risques. Puis là, encore une fois, ça peut être de la fraude comme ça peut être des erreurs. Là. Mais qu'importe, là, c'est pour nous, comme vérificateurs, c'est problématique pour nous. Là, parce que là, si quelqu'un peut créer puis l'approuver en même temps, ça, c'est un problème de répartition de tâches. Et l'autre élément, le deuxième, c'était au niveau des droits d'accès que je vous avais parlé à haut privilège. Ça, entre guillemets, c'est très utile là, parce que, à certains égards, parce que ça permet de corriger rapidement des problèmes informatiques. C'est sûr, ça permet de... Mais de l'autre côté, avec ça, tu contournes les contrôles. Et là, pour un auditeur, ça, c'est inquiétant quand tu peux contourner. Tu peux faire des opérations sans qu'on le sache. Tu contrôles les contrôles. Et donc, il y avait... on avait déjà donné une centaine de comptes là, lors de la mise en service. Puis on en a rajouté 140. Plus qu'il y a de monde qui ont des comptes de même, plus le vérificateur, entre guillemets, est préoccupé de façon importante. Là. Puis il y avait un troisième élément aussi qui était que la SAC n'est pas en mesure de connaître l'intégralité des modifications effectuées, de s'assurer qu'elle était justifiée, l'ensemble des modifications qui ont été faites aux données. Fait que ces trois éléments-là faisaient en sorte que dans le rapport, on ne parle pas de préoccupation, là, mais c'est ça pareil, là, au bout de la ligne, que ça préoccupe. Ce qui fait en sorte que le vérificateur et son co-auditeur, j'avais dit que les états financiers de la SAC, c'est avec un co-auditeur d'une firme de comptable privée, il avait été dans l'impossibilité de formuler une opinion sur les états financiers de la Société d'assurance automobile pour le 31 décembre 2023. On n'a pas été en mesure d'émettre une opinion. Là. Il y avait trop d'éléments, incertitudes au niveau, là, en raison des problèmes de contrôle. Et, comme je l'avais expliqué, il y a les états financiers de la SAC et les états financiers du fonds d'assurance. Et là, le fonds d'assurance, là, on a mis une réserve parce qu'il y avait certains postes là, pour lesquels on était là, on n'était pas en mesure, on n'avait pas les contrôles suffisants. On a émis une réserve. Donnez-nous des exemples sur comment les problèmes informatiques ont affecté d'autres organismes. Bon. Tantôt, on a parlé que la SAC était mandataire pour certains. Comme dans le paragraphe 72, on donne l'exemple de la Société de financement des infrastructures. Alors, les problèmes se retrouvaient, les trois problèmes que je vous parlais au niveau des contrôles, là, les lacunes au niveau des contrôles, ils se retrouvaient aussi pour la perception à titre de mandataire. Donc, ça a fait en sorte que dans les états financiers de la Société du financement des infrastructures, on avait aussi une opinion avec réserve, comme le paragraphe 72 le mentionne. Ça a été aussi... OK, là, donc c'est en cascade, là. C'est sûr, là, si le problème de contrôle se retrouve dans le système, que ce soit pour comme mandataire ou pour tes propres activités, sont là pour tous, là, les contrôles. Fait que là, si on a des préoccupations dans ceux-là, on les a aussi dans les autres, d'où on a émis une réserve. Dans l'exemple que M. Tremblay me demandait de donner l'exemple, c'est la Société de financement des infrastructures. On l'a donné dans l'exemple dans le rapport qui se retrouve au paragraphe 112.
Dans le cadre de votre rapport, vous parlez du taux de rendement du programme CASA. Comment est évalué le taux de rendement? Bon, en premier lieu, comme on le mentionne, à côté du, ce qu'on appelle, c'est un exergue, là, mais à côté du paragraphe 73, le taux de rendement, là, ça, c'est dans le fond, c'est les coûts, ce que le système t'a coûté, puis les bénéfices. Alors là, c'est quand que tes bénéfices sont plus grands que tes coûts, ben là, tu as un taux de rendement. Là, parce que mais si ou tu arrives à égal, ben tu es à zéro. Si tu fais plus de bénéfices que ce que de coûts, là, tu as un taux de rendement là, positif. Puis si tu c'est le contraire, si les coûts sont plus élevés, ben là, tu vas être négatif. Puis là, il ne faut pas oublier que la SAC, comme je l'avais mentionné, eux autres, ils pensaient pouvoir, là, au début, récupérer leurs rembourser les coûts plus 219 millions leur déficit cumulé. Puis ça, c'était calculé sur une période de 15 ans, comme on le mentionne à la droite. Et comment ça a fluctué? Quel était à l'origine l'objectif? Comment que l'objectif a fluctué au cours là, de soit la replanification ou le déploiement? De façon plus précise, c'est au paragraphe 73, fait comme on le mentionne, en 2019, là, la SAC, là, elle estimait que ça y prenait 5,2 là, pour rembourser son déficit cumulé. Ça y prenait un rendement de ça. Et quand je dis encore une fois, rembourser le coût et le déficit cumulé. Or, le taux de rendement, comme on le mentionne, je vais vous lire textuellement, le taux de rendement estimé par la SAC est passé de 10 en mai 2017 à près de 0 en septembre 2020. Puis là, une des raisons principales de ce changement, c'est sûr que c'est les coûts. Si les coûts augmentent pour le développement, que ça coûte plus cher, bien, nécessairement que ça te prend, puis tes bénéfices ne bougent pas, bien, c'est ça qui fait en sorte que tu vas arriver dans... Ça n'arrivera pas. Les pompiers interviennent. Ouais. La prochaine question, sentez-vous bien à l'aise, là, mais si vous n'êtes pas confortable de répondre compte tenu des réserves qu'on a faites tout à l'heure, mais le fait, je pense que c'est dans votre rapport, mais quand même, je vous laisse l'opportunité de ne pas répondre, mais le fait que je n'ai pas de données précises, parce que tantôt on l'a mentionné, je réfère à votre témoignage qui réfère à votre rapport, là, le fait qu'il y a des choses que je ne calcule plus, comment ça peut affecter le taux de rendement? Sentez-vous bien à l'aise de répondre? Bien, je vais être très à l'aise parce que c'est au paragraphe 74. Fait que, je vais être très, très à l'aise. C'est que, puis je pense que je l'ai mentionné à quelques reprises, il y a les coûts d'exploitation. C'est important de distinguer les coûts d'exploitation de ton système versus des autres systèmes. Parce que si l'exploitation de ton système, bon, te coûte plus cher que ton ancien système, bien, ça va rentrer là, dans le calcul. Là. Mais ça, la SAC ne fait plus le suivi là, au niveau de ses coûts d'exploitation. Puis là, je ne veux pas revenir avec une cassette, mais c'est important autant ici pour les bénéfices, mais c'est important aussi pour les coûts. Rappelez-vous que dans le budget initial, il y avait des coûts d'exploitation. C'est important de faire un bon suivi des coûts d'exploitation de ce système-là, parce que si tu veux avoir, toujours dans notre exemple, qui va nous rester, je pense, jusqu'à la fin, des pommes avec des pommes, alors c'est important. Fait qu'ici, effectivement, il est dans le rapport, vous le retrouvez à 74. Nous comprenons également de votre rapport que la société avait prévu des gains avec l'implantation du programme CASA. Qu'est-ce qui en est arrivé de ces gains-là? Bon, les bénéfices... D'un point de vue plus en dollars, là, et non en pourcentage. On appelle ça des bénéfices. Qu'importe le gain, c'est la même affaire, c'est des synonymes. Mais nous, on appelle ça des bénéfices. Alors, dans un premier temps, quand nous sommes au paragraphe 75, c'est que la SAC, elle, avait estimé qu'elle allait avoir des économies de 53 millions en offrant des services plus rapides dans les points de service. C'était l'exemple que j'avais dit. Alain Fortin se présente au comptoir. Normalement, si ça prend tant de temps, ça va plus vite, ainsi de suite. Fait que donc, cette sommation-là de gens faisait... Mais ce qu'on avait augmenté en 2024, c'est au moment de nos travaux. Est-ce que c'est amélioré par après tout? Nous, il y a une fin. Là, au moment de nos travaux, c'est au contraire, le temps avait augmenté de 20 le temps au comptoir. Et c'est vos travaux, de mémoire, c'est juin 24. La photo se termine en juin 24? Ben, des fois, ça dépend de l'information. Fait que là, c'est ça. Des fois, ça dépend. Des fois, on peut aller un petit peu plus loin, mais ça dépend des tours des données, mais normalement, comme vous l'avez mentionné, la portée allait jusqu'en juin 24. Des fois, on pouvait... dans le rapport, c'est mentionné aussi que des fois, certaines analyses peuvent aller un petit peu plus loin. Mais c'est vrai qu'on est parti de 2013, aller jusqu'à juin 24. Mais
on se garde une phrase, on a mis une phrase qu'on peut déborder un petit peu. Des fois, là, c'est selon l'information disponible ou la nécessité. Alors, il y avait ces éléments-là au comptoir, que j'appelle. Moi, mon expression à moi, c'est au comptoir. Et il y avait aussi, on en a parlé un peu, le paragraphe 76, c'est que il était supposé avoir des changements dans les modalités de paiement, dont la facturation jumelée, qu'on a parlé à quelques occasions. Oui. Bien, ça devait générer, il n'y avait pas juste ça, mais il y avait la facturation. 206 millions. Bien là, la facturation jumelée, elle est dans ce qu'on a appelé la livraison 2.5, qui n'a pas encore de coût, mais n'était pas encore débuté. Ça fait que c'est sûr que ça fait en sorte que le 206, il est un peu incertain. Puis, il y avait aussi l'adhésion, quand on arrive dans les autres paragraphes, c'est l'adhésion des services en ligne. Fait qu'elle s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus de gens qui aillent aux services en ligne. Et là, ça devait, 77, générer des économies de 149 millions. Puis, nos travaux, ce qu'on a constaté à la lumière, c'est que quand on a regardé ça, quand on a regardé l'utilisation des utilisateurs, c'est au contraire, ça n'allait pas, ça allait pas à la hauteur que ce qu'ils pensaient. On a un beau tableau, un tableau 4 là, qui présente... L'idée, c'est par rapport à leur planification, à la planification stratégique 24-27. Ah oui, ça, je vous parlais de la planification stratégique, ça, c'est autre chose. On peut venir après dans ce cas-là. On va y aller avec votre tableau. Moi, j'aimerais ça que vous expliquiez le tableau que j'ai devant moi. Là. Alors, le tableau 4, là, c'est au niveau du taux d'utilisation des principaux services en ligne. C'est sous le paragraphe 80. Parfait. Bon. Un petit peu plus haut. Oui, c'est celui-là. Alors, donc, le tableau 4 qui est sous le paragraphe 80, ce qui présente les différents services en ligne. Et là, on voit le taux d'utilisation, les résultats, là, le réel. Mettons qu'on prend des remisages d'un véhicule. Avant, ça existait avant. Là, il y en avait, là, avant le système CASA, il y en avait, là, tu peux le faire, des remisages en ligne. Fait qu'avant, il y en avait 63 oups, ça avait baissé en 2023 à 55. Bon, puis en 2024, ça avait remonté à 62. Mais pour arriver avec les économies, il fallait que ça monte à 80. Fait que là, les autres paragraphes, dans le fond, ils montrent, dans un premier temps, le 62 en 2024 versus 2022, il y a moins 1 Et pour l'autre, c'est versus la cible pour atteindre là, les économies. On voit que c'est moins 18. Là, on pourrait prendre chacun des éléments, ça serait la même chose. C'est le principe que... Le grand principe, c'est que le taux d'utilisation, au moment qu'on avait finalisé nos travaux, il n'était pas encore au rendez-vous. Est-ce qu'il sera dans le futur? Peut-être, mais en tout cas, ça mettait un certain bémol sur les économies. Là. C'est pour ça qu'on dit que, dans notre constat, n'a pas encore engendré les bénéfices attendus. En tout cas, est-ce que ça pourra s'améliorer? Je ne sais point. C'est pour ça que, donc, on avait, là... puis là, vous m'avez parlé de... La prochaine question, oui. Par rapport au plan stratégique de 2024, là, avec les cibles qui étaient fixées. Vous soulignez un enjeu également. Il y avait des cibles, justement, sur le taux d'utilisation. Ça, c'était initialement sur le plan stratégique. Mais ça, ils ont arrêté de les suivre. Ça, c'est nous qui avons fait... Oui, avec des données de la Société d'assurance automobile, mais c'est nous qui avons fait des... Eux autres, ils ont arrêté de suivre ça. Là, le plan stratégique, maintenant, la nouvelle cible, c'est le nombre de comptes créés. Mais pour nous, le nombre de comptes créés, même si Alain Fortin a créé son compte, ça ne veut pas dire qu'il l'utilise. Là. Oui, c'est correct, c'est une première étape. Mais est-ce qu'il va l'utiliser pour le faire de remisage ou voyant créer son compte, puis après ça, il va arrêter? Fait que cet indicateur-là, pour nous, reflétait pas. Là. Puis le nombre de comptes créés en plus, c'est que là, tu n'as pas de référence à... Parce que personne ne peut avoir un compte créé avant que le système existe. C'est nouveau, le système. Fait que si tu veux voir, tu peux pas savoir, il n'y en avait pas avant. Fait que là, tu fais rien que voir comment il y en a qui ont de comptes créés. Fait que Pas de comparable. Il n'y a pas de comparable. Okay. C'est ça qu'on mentionne au paragraphe 78. D'autres choses dignes de mention pour le constat numéro 3? Vous m'avez bien questionné. Le tour, parfait. Donc, ça nous mène au dernier, quatrième constat. Donc, je rappelle, dans les redditions de comptes, la direction du programme affirmait que le développement se déroulait comme prévu, alors que les retards s'accumulaient et les problèmes de qualité étaient perceptibles. Donc, le volet reddition de comptes.
On le résume. Pouvez-vous me le résumer un peu avant qu'on aille avec des questions plus Oui. précises, s'il vous plaît? Dans le fond, pour résumer, c'est que, mettons qu'on parle du conseil d'administration, alors, lui, l'information qu'il y avait n'était pas adéquate, que ce soit au niveau des coûts, des échéances et la qualité du système et des tests. Ça, c'est le conseil d'administration. Lorsqu'on parle de la CAP, la Commission d'administration publique, et on parle aussi direction principale de l'information, lui, l'information était inadéquate. Alors, l'information était inadéquate de ce qu'ils ont reçu. Est-ce que c'est, encore une fois, si vous êtes en mesure de le dire en fonction de votre rapport, est-ce que c'était la même information ou cette information différente qui était soumise à ces pour la deux CAP entités-là? et le DPI, on a mis l'accent davantage sur les bénéfices générés puis sur comment fonctionnait la gestion du contrat. Ça, c'était ces éléments-là qu'on a mis davantage sur notre rapport. L'information qu'ils recevaient n'était pas adéquate. Et le conseil d'administration, lui? Le conseil d'administration, lui, c'est les coûts, l'échéance, la qualité du système puis les tests. Et question peut-être évidente, mais quand même pour le bénéfice de tout le monde, pourquoi ce compromis, ce quatrième constat est important? On a parlé quand il y en avait une figure là, sur la gouvernance là, qui montrait. Pardon? Oui, la circulaire, ce qu'on a parlé de circulaire. Bien, le conseil d'administration, ils ont des décisions à prendre. C'est pas de la microgestion. Encore une fois, là, ici, là, je ne parle pas de microgestion, ils n'ont pas le temps non plus. Là, mais ces gens-là, c'est important qu'il y ait de la bonne information, toutefois, par exemple, qu'il y ait de l'information fiable, complète, puis qui mettent en lumière les risques. Donc, c'est pour ça que c'est important, mettons l'information qu'eux autres qui est bonne, parce qu'ils ont des décisions à prendre. Puis en plus, la Commission d'administration publique, c'est la même affaire. Eux autres aussi, ils ont des rôles, des tâches. Fait que s'ils veulent remplir leur mission, c'est important qu'il y ait la bonne information pour qu'ils puissent en mesure d'intervenir. Fait que ça répond à votre... Oui. On voit la oui, c'était ça que je faisais là. référence, là, que quand on parle du conseil d'administration, au niveau, la partie du bas est plus opérationnelle. Alors, oui, gestion quotidienne, c'est correct, mais ils doivent transmettre l'information. Puis c'est là que l'information doit être importante, parce que si les autres, ce qu'on parlait tantôt, circulaire, quand ils doivent prendre des décisions, bien, s'ils doivent prendre la bonne décision, ils doivent avoir une information complète, fiable, puis qui identifie les risques, qui mettent en lumière les risques. C'est ça qui est important. Sinon, ils ne peuvent pas jouer leur rôle, le conseil d'administration, s'ils ne reçoivent pas ces éléments-là. Et encore une fois, qui rendait des comptes à qui, si on se fie à la figure numéro 2? C'est la direction du programme, qui était composée notamment du vice-président aux technologies d'information, qui devait faire une reddition de comptes à plus haut. Et après ça, c'est le conseil qui donnait, par les décisions, les directives et ainsi de suite. Normalement, la direction du programme... Direction du programme CASA. Au comité conjoint. Pardon? Au comité conjoint ou au conseil d'administration? Est-ce que vous êtes en mesure de... Normalement, c'est le comité conjoint, mais au bout de la ligne, c'est le conseil d'administration, parce que c'est un bras, le comité conjoint, puis même s'il passe, s'il passe directement au conseil d'administration ou au comité, le comité conjoint relève. Ça fait que pour moi, il n'y a pas de problématique. S'ils font une reddition de compte au comité conjoint, c'est parfait. Mais là, nous autres, on y allait à la finalité, c'est le conseil d'administration. Parce qu'au final, c'est lui qui va prendre les décisions. De toute façon, M. le commissaire, on verra mercredi la constitution de la SAQ, donc on pourra voir qui fait partie de ces différents comités-là. Je ne veux pas qu'on va attendre le témoin de la société. Donc, pour résumer, c'est-à-dire c'est que l'information devait passer par le bas, remonter vers le haut pour qu'on ait les orientations, les décisions, pour qu'on les redescende. C'est ça, et ainsi de suite. Et ça, c'est ça que je dis en continu, parce que un projet, ça ne dure pas juste 1 mois ou 5 mois. Ici, c'était 10 ans. Fait que donc, c'est important d'avoir toute une formation. Puis je le redis, même si ce n'est pas écrit dans le rapport, c'est pas de la microgestion. Là, ça, vous avez été très clair là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que la bonne information monte. Ça, c'est clair dans le rapport quand on dit une information au paragraphe 84, complète, fiable, puis mettre en lumière les risques les plus importants. Ça, c'est clairement indiqué dans le rapport au paragraphe 84. Tout à fait. Vous mentionnez que c'est un projet qui s'échelonne sur 10 ans. C'est quand même important. À quelle fréquence les comptes rendus étaient faits? Bien, ça, je vous réfère à la dernière page. Du rapport? Oui. Ben, en tout cas, la dernière page qui a de quoi? C'est le grand tableau, là. Peut-être le monter à Télécino. Télécino.
Je ne sais pas s'il va m'haïr à la fin, Non. peut-être. OK, on l'a à l'écran. Bon, alors ça, c'est trimestriel. Puis là, vu qu'on est là, on peut déjà commencer, là. Oui, parce que ma prochaine question était quels sont les indicateurs. Donc, je comprends on a le bon document. Je vous Ouais, on a le écoute. bon document. Fait que là, on n'ira pas tout de suite dans les couleurs, là. On peut y aller, là. Le premier qui est super intéressant, c'est une évaluation globale. Fait que là, ça donne un portrait global de la situation. C'est marqué évaluation de l'avancement du programme dans son ensemble. Le deuxième, c'est les bénéfices. On en a parlé, là, c'est les bénéfices, c'est savoir, il y a les coûts, mais il y a les bénéfices. Est-ce que ça fonctionne comme prévu? Facteur bloquant, présence d'éléments bloquants à la réalisation du programme. Gestion du contrat, c'est évaluation des risques liés à la gestion du contrat entre l'Alliance et la SAC. Ça va-tu bien, ça va-tu pas bien? C'est ça, cet élément. L'autre suivant, c'est au niveau du coût. Fait que là, c'est un élément au niveau du coût. L'autre, le suivant, c'est au niveau du délai. L'autre, c'est la portée. L'autre qui est divisé en deux, c'est au niveau des ressources humaines. Donc, évaluation des enjeux liés aux ressources humaines de la SAC ou de l'Alliance, travaillant sur le programme CASA. Ça fait qu'il est divisé en deux, c'est soit les ressources humaines que la SAC a ou que l'Alliance... Est-ce que ça va bien là, au niveau d'aller chercher des ressources? Et les risques, évaluation des risques du programme basé sur le cadre de gestion intégrée des risques. On peut y aller un petit peu plus dans le détail, j'imagine que c'est ça aussi. Oui, c'est assez important. Donc, Louis, je vous invite à Oui? ne pas lésiner sur les détails. OK. Moi, je trouve ça fondamental, ce tableau-là, bien le comprendre. Il vous reste 4 minutes avant le lunch, là. Alors, je pense qu'on devrait peut-être suspendre, puis si c'est possible, à moins d'avoir des questions plus faciles que l'explication du tableau. Non, on peut là, prendre le parce temps, qu'il est effectivement. hyper De toute façon, parlant, puis j'aimerais savoir vos commentaires dessus. Il reste encore, de toute façon, une dizaine de minutes. Donc, on peut 10-15 minutes. Puis, je sais que mes collègues avaient peut-être des questions de précision. Donc, je pense opportun de Donc, on va suspendre. prendre la pause tout de suite à midi 24. Reprendre à 14 heures. Reprendre à 14 heures. Parfait, merci. Parfait. Veuillez vous lever. Ah, ma caviar.